Nous sommes à Luang Prabang, au nord du Laos, à 450 km au nord de la capitale, Vientiane. Ancienne capitale royale et centre religieux bouddhiste, la ville compte aujourd'hui près de 30 000 habitants. C'est le site le plus visité du Laos. Véritable berceau de la culture lao, Luang Prabang abrite sur un territoire de 2 km sur 300 mètres, 32 temples et surtout le magnifique palais royal construit en 1904 au début de la période coloniale française. Depuis, l'ancienne demeure de la famille royale est le siège du musée national. En 1975, une révolution mit fin à la royauté et instaura la République démocratique et populaire du Laos. « 6 heures du matin. Chaque jour, les bonzes quittent leur pagode afin de recevoir les offrandes quotidiennes des fidèles. Cette tradition religieuse permet aux bonzes de se nourrir et c'est l'occasion pour les fidèles de prier et de recevoir une bénédiction. C'est aussi un moment de calme, de silence et de recueillement. La maison culturelle Phuong Champa, dit la Petite Maison, est un lieu d'enseignement et de transmission des cultures traditionnelles laotiennes. Nitakong Somsanit, dit Nit, en est son fondateur. Quand je vois les touristes qui arrivent et qui font la quête des bonzes, qui fait des photos de la quête des bonzes, pour moi c'est très choqué. Je suis choqué dans le sens que la quête des bonzes, c'est pas du spectacle, c'est leur réelle vie des moines. C'est leur seule manière d'avoir, c'est une méditation par la démarche de la mendicité. C'est pas un show, c'est pas un spectacle. On peut pas faire ça comme un show et puis voilà, arrêtez-vous, je peux vous faire photographier avec moi en train de faire une quête des bonzes. Luang Prabang attire des touristes qui perturbent la vie quotidienne. Ils sont passés de 19 000 en 1996 à 360 000 en 2008. Son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995 a entraîné une notoriété internationale, mais l'afflux de touristes peut s'avérer néfaste. C'est la menace à laquelle la ville est aujourd'hui confrontée. J'ai souvent eu cette idée que mes profs m'ont souvent dit, on ouvre la fenêtre, il y a des vents frais qui arrivent, mais n'empêche pas qu'il y en a des moustiques et des mouches qui rentrent en même temps. Bon, mais le vent frais, ça nous fait revivre. Les moustiques, on peut les chasser, ou on peut les trouver, ou on peut l'apprivoiser. L'un des objectifs qu'a permis ce classement au patrimoine mondial est la protection de son architecture à la fois traditionnelle laotienne, mais aussi coloniale due à la présence française. Laurent Rampon est architecte. Il a participé à l'élaboration et à la mise en place du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville. Vous voyez la jaune, avec sa végétation et son... C'est un bel exemple de maison lao traditionnelle, ça, dans sa trame. Alors, les maisons traditionnelles là-haut étaient construites dans des jardins assez grands, entourés de végétation. Les maisons traditionnelles ne sont jamais, ou quasiment jamais, en contact direct avec la rue. Et c'est ça qui les rendait vivables. Parce que, vous voyez, l'étage supérieur est construit en bois. Et ce bois n'arrête que très peu le bruit. Donc si vous avez deux maisons en bois qui sont côte à côte, c'est plutôt difficile à vivre au niveau phonique. Donc vous entendez ce qui se passe chez les voisins. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux bâtiments de la période coloniale, 2 ou 3 même, qui illustrent bien l'apparition de fronts de rue le long des rues principales. Donc bon, celui-là a évolué au cours des temps, mais le deuxième est à peu près conservé comme il l'était il y a une vingtaine d'années. Et le troisième, c'est un bâtiment typiquement colonial. Ces bâtiments sont bien protégés, mais il est parfois difficile de faire respecter les règles. Autant des bâtiments comme celui-ci sont particulièrement bien préservés, autant là, nous avons affaire à des constructions illicites. Celle-là a été construite sur un terrain en partie inconstructible, et celle-là a été construite en remplacement d'une maison protégée qui a été démolie illégalement. C'est bien dommage. Mais je vais vous montrer des endroits, un endroit qui n'est pas loin, où au contraire,
une bonne opération de restauration de bâtiments montée dans un but d'exploitation touristique peut être au contraire positive. Donc là, ce sont des bâtiments anciens qui ont été restaurés de part et d'autre de la rue pour monter une guest house. Donc ça a été fait en respectant les règles de la réglementation du patrimoine. Donc c'est tout à fait positif. Mais ce genre d'opérations, malheureusement, sont plus rares que le cas de la guest house que nous avons vu tout à l'heure, qui, elle, occupe la totalité de son terrain, a fait disparaître la végétation et est très négative pour l'image de Luang Prabang. La Maison du patrimoine, créée en 1996 par le gouvernement Lao à la demande de l'UNESCO avec l'appui de l'Agence française de développement, cherche à éviter ce genre d'excès. Elle est aujourd'hui gérée par les autorités de la province sous la tutelle du ministère de la Culture et de l'Information. Pour restaurer ou construire une maison, les habitants de Luang Prabang doivent soumettre un projet à la Maison du patrimoine qui accordera un permis de construire selon un cahier des charges très précis qui prend en compte aussi bien l'architecture de la maison que le choix des matériaux. Saveuil Silavan est l'architecte en chef et le directeur adjoint. Voici le plan de l'architecture extérieure. Les habitants viennent pour avoir quelques conseils sur les autorisations liées au bâtiment. Donc là, je suis en train d'expliquer à la dame qu'elle va devoir modifier l'ancien bâtiment pour le design de sa future maison. L'emplacement de sa maison, par exemple. Vous voyez, c'est ici. Donc, selon le plan de sauvegarde et de mise en valeur, chaque maison est obligatoirement parallèle à la rivière. Les fondations doivent rester parallèles à la rivière. Dans leur situation, je propose de faire quelque chose de différent. J'essaie de leur expliquer que, pour suivre la réglementation, nous voulons qu'ils revoient le design de leur maison, ou quelque chose comme ça. Cette démarche s'applique également lorsque l'on souhaite transformer sa maison en maison d'hôte. Leur nombre est passé en 20 ans dans le périmètre protégé d'une vingtaine à 250. La Maison du patrimoine intervient aussi pour établir le cahier des charges et aide les propriétaires grâce à des fonds d'incitation. Suladda Shantanom a pu en bénéficier. Je vais vous montrer en haut que nous avons, en tous, nous avons 10 chambres. Là, je vais vous montrer la chambre qui est un peu chère. Les fonds d'incitation financés par l'Agence française de développement fournissent exclusivement des matériaux locaux aux propriétaires. Le toit là, c'est le toit que c'est à l'aide de AFD. La Maison Patrimoine, nous avons donné des matériaux comme les tuiles. Mais il n'a pas donné de l'argent. L'argent, c'est notre propre argent qui a payé ça. J'aime beaucoup ma maison, mais plus jolie qu'avant, quoi. Oui. Sans l'aide de la Maison du patrimoine, Suladda n'aurait sans doute pas su restaurer sa guest house. Aujourd'hui, elle est fière d'avoir respecté le style traditionnel Lao. Pour arriver à ce résultat, il a fallu relancer la production traditionnelle de tuiles, de tomates et de briques, et également former les artisans à un savoir-faire qu'ils avaient perdu. Ces tuiles se retrouveront sur la plupart des chantiers de Luang Prabang. Les particuliers ne sont pas les seuls à vouloir profiter de l'afflux des touristes. Les promoteurs immobiliers sont nombreux à vouloir s'approcher du centre-ville pour construire des hôtels. L'ancien hôpital de Luang Prabang est rénové par le groupe hôtelier Aman. Les travaux sont en cours. Pascal Trahan est l'architecte du chantier. Saveuil, de la Maison du patrimoine, vient s'assurer que les règles architecturales sont bien respectées. Sur le site, il y avait 9 bâtiments qui étaient protégés au titre du patrimoine mondial. Et à peu près 11 bâtiments qui avaient été rajoutés dans les années 50, 60, 70. Donc nous, on a rasé ces bâtiments et on a reconstruit dans le style ancien qui était colonial. Par exemple, ici, avant, il y avait un bloc opératoire qui était des années 70. Donc c'était un bloc en béton carrément. Et si vous regardez maintenant, le bâtiment correspond à celui de devant, qui est un bâtiment qui est sur la liste du patrimoine mondial.
Je pense que ce qui compte le plus, c'est la restauration du bâtiment. À mon avis, personne ne s'en rend vraiment compte. Mais nous sommes contents qu'on nous apporte le nécessaire pour l'améliorer. C'est une bonne chose pour nous. Mais je pense que la plupart des gens voient uniquement l'utilisation de ce bâtiment comme un hôtel. Et beaucoup auraient préféré que ce lieu reste un hôpital. Autre bâtiment public à rénover, l'ancienne prison. L'hôpital et la prison abriteront chacun un hôtel de 25 chambres. Sans le plan de sauvegarde, 200 chambres auraient pu être construites. Les bâtiments que vous voyez sont des bâtiments qui sont classés. Le mur d'enceinte est classé, les tours, il y a 2 tours de guet qui sont classées aussi, donc l'ensemble est classé. Il y a certains investisseurs qui vont essayer de mettre la pression, souvent en offrant certains petits cadeaux aux autorités concernées, en l'occurrence peut-être la Maison du patrimoine, mais dans le cas de la Maison du patrimoine, il est assez difficile de rentrer dans le jeu puisque chaque permission accordée est observée non pas par les autorités, mais par les concitoyens ou les voisins. Chaque personne de Luang Prabang a envie de construire quelque chose sur sa parcelle. Si elle voit que son voisin a construit un bâtiment qui fait 200 mètres carrés et que c'est autorisé à 150 seulement, elle peut dire, bon, mais pourquoi lui peut faire 200 et pas moi? Une des règles, c'est de ne pas créer de précédent. Yeah. It's a delicate subject. Ce financement privé est une aubaine pour le gouvernement laotien qui n'a pas les moyens de restaurer ces bâtiments. Autre objectif de protection demandé impérativement par l'UNESCO, les zones humides. Pierre Guédan et Wan Sirisak travaillent à la Maison du patrimoine. Pierre est responsable des projets de conservation du patrimoine hydraulique avec l'appui du Fonds français pour l'environnement mondial. C'est pas mal, on a une belle vue sur l'ensemble de la mare. Et c'est là, à partir de là, on se rend bien compte de la diversité qu'on peut trouver sur ces milieux et de l'effet très reposant aussi des zones humides. Ce que vous disiez tout à l'heure, les jeunes aiment bien venir se reposer ici le soir, finir leurs devoirs, un petit peu comme dans un jardin public, c'est ça? Oui, surtout la saison sèche, parce qu'il fait trop chaud dans la ville. Oui, c'est ça. Ici, mais il y a de l'eau, il y a aussi des sacs. Donc ici, nous sommes à Bois Cambung. C'est une des mares du réseau de zones humides de la ville de Luang Prabang. Donc il faut savoir que ce réseau comporte environ 180 mares. Et on est sur une de ces mares qui est relativement de grande dimension et qui a été aménagée, restaurée par la Maison du patrimoine dans les années 2000-2001. Ces mares ont une fonction hydraulique au sein de la ville de Luang Prabang. Elles permettent une rétention des eaux de pluie en cas de forte précipitation et d'épurer une partie des eaux usées par des filtres naturels que fournissent la faune et la flore. Ces zones sont menacées par l'urbanisation de la ville. Elles sont très convoitées, les propriétaires sont nombreux à vouloir les combler pour construire dessus. Certaines mares sont en danger, comme ici. Les gens construisent une maison en partie sur la mare, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la mare qui a été comblée. Il y a eu une autorisation en fait, demandée à la Maison du patrimoine. L'autorisation n'a pas été donnée. Et là, ça fait partie des limites du rôle de la Maison du patrimoine qui n'a pour le moment pas de rôle de police. C'est-à-dire qu'elle a un rôle de conseil, vis-à-vis des habitants par rapport aux constructions, mais pas le rôle de police. Donc quand il y a un phénomène comme ça, la Maison du patrimoine est relativement désarmée. Visiblement, le propriétaire souhaite faire de sa maison une guest house de grande dimension. À la vue de la caméra, il paraît soudainement mieux intentionné. Et que vas-tu faire ici? Tu vas recreuser ta mare? Oui. Tu vas planter des nénuphars, c'est bien ça? Il y a beaucoup trop de maisons à Luang Prabang. C'est pour cela qu'il est important de maintenir des zones vertes au centre de la ville.
Les temples bouddhistes sont aussi des éléments incontournables du patrimoine architectural de la ville, de son histoire et de sa culture. Malgré leur restauration dans les années 2000, leur conservation et leur entretien devraient être encadrés. Les effets du tourisme sur la conservation du patrimoine, c'est aussi ça, cette peinture dorée, qui n'a absolument rien de traditionnel, mais qui correspond à des dons faits par la population et que les moines utilisent. Ce n'est pas bien pour la conservation du patrimoine. Les seules dorures que nous avions dans le passé, c'était des applications de feuilles d'or. Souvent, ils donnent de la peinture ou du ciment. Regardez, ça, ce sont des offrandes aussi. Ces énormes parterres en béton. Mais culturellement, les moines bouddhistes ne peuvent pas refuser des offrandes. Pour Laurent Rampon, une solution irait jusqu'à établir une liste des offrandes autorisées. Ça pourrait être fait aussi bien, mais en mieux. Ça pourrait être aussi attractif, mais mieux fait. Par exemple, on pourrait éviter d'avoir du granito. Alors que le granito, c'est quelque chose qui n'est rien de patrimonial. Et dans certains monastères, c'est même du carrelage de salle de bain que vous avez sur les escaliers. Alors, un beau jour, ils finiront par ne plus en mettre quand quelqu'un va glisser dessus et se tuera sur les marches. Mais en attendant, on a du superbe granito qui n'a rien à voir avec la tradition longue prabanaise. Alors, vous n'êtes pas un peu perfectionniste quand même, parce que finalement, ils peuvent dire nous on a le droit au progrès, il y a de nouveaux matériaux, ça nous arrange. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas demander l'étiquette patrimoine mondial. Si vous voulez, il faut être honnête avec les populations futures. Il faut aussi être honnête avec les visiteurs. À partir du moment où vous voulez vous demandez à ce que votre site soit inscrit au patrimoine mondial, eh bien, il faut le protéger véritablement et le protéger honnêtement. C'est pas Disneyland que vous créez. Mais regardez, vous pensez que c'est positif d'avoir ces voitures payées grâce à l'argent du tourisme qui déparent le monastère en étant parquées là? De l'autre côté du Mékong, tout reste à faire le long des berges qui sont également protégées. Les lieux de culte et les temples y sont nombreux, mais seuls des travaux d'urgence, de consolidation ont pour l'instant été réalisés. Des projets de restauration devraient voir le jour grâce à l'aide internationale dans les prochaines années. Concilier préservation du patrimoine et développement économique est aussi l'enjeu de Luang Prabang. Fabrice vit ici depuis 7 ans. Il a ouvert une bijouterie pour y vendre des bijoux et des objets traditionnels fabriqués localement par des artisans. Les Laotiens sont des gens qui sont doués. La vie est importante pour eux. Ils travaillent pour vivre. Et ils ne vivent pas pour travailler. Ça les rend efficaces. Ce n'est pas des fous du travail, de la quantité. C'est des gens qui aiment bien faire les choses et faire des choses qui ont du sens. Même si des fois ça coûterait moins cher de faire venir quelque chose d'ailleurs ou de Chine, choisir de faire produire en local, c'est aussi parce qu'on aime la ville. C'est une raison d'aller discuter avec les gens dans les villages, une raison de leur acheter des trucs, une raison de continuer un mode de vie. Donc il n'y a pas que la logique commerciale. La conservation des savoir-faire locaux est une nécessité pour un développement harmonieux. Fabrice retrouve à l'extérieur du centre-ville un couple Hmong qui travaille pour lui. Je gagne plus d'argent qu'avant. Ma vie s'est améliorée. Je gagne plus d'argent en faisant ces broderies. Désormais, ma famille a aussi plus de moyens. Oui, je suis contente, le commerce fonctionne. J'ai beaucoup d'argent parce que le commerce se porte bien. Le fait que le mari couse, c'est assez exceptionnel, surtout qu'il travaille presque plus que sa femme, parce qu'elle fait surtout les couvertures. Vous allez voir aussi qu'il y a un autre produit aussi traditionnel. La femme fait les couvertures et lui fait vraiment les broderies, c'est un truc qu'il aime faire, il est vraiment fort, donc ils se répartissent les tâches comme ça. Ah ben là, il est vraiment enthousiaste en fait. Il me disait qu'avant 95, ils n'avaient pas beaucoup d'opportunités de vendre leurs produits, il n'y avait aucun marché. Et dès que ça a été classé UNESCO, ils ont vu l'afflux touriste dans la ville qui a augmenté chaque année. Et lui, il en a encore, enfin tous, ils en sont encore au point, dire plus il y a de touristes, mieux c'est. Parce que vraiment notre vie s'améliore de plus en plus. Il y en a pas trop.
Avant que j'aide Lee, je n'avais pas vraiment de travail. Je vivais uniquement des ressources de mon jardin. Parfois, j'étais manœuvre sur des chantiers. J'aide Lee depuis qu'elle vend ses produits sur le marché de nuit. Depuis, notre famille se porte mieux. Chaque mois, nous gagnons environ 300 €. Alors qu'avant, j'arrivais seulement à gagner 55 € par mois, et Lee 40. Ce qui nous faisait environ une centaine d'euros à nous deux. Notre famille a donc moins de mal à s'en sortir aujourd'hui. Il y a 3 ans, ils ne vendaient pas suffisamment pour en vivre. Aujourd'hui, ils ont accès au marché de Luang Prabang. Chaque jour, ils quittent leur village pour aller vendre leur production. Des broderies, des robes, des ceintures, des nattes, des bijoux. Luang Prabang accueille plusieurs marchés, dont le très touristique marché Mong. Ici, tout se vend. Fruits, légumes, spécialités culinaires Lao, vêtements. Lee et son mari s'y installent chaque jour. À partir de 17 h, le marché de jour s'étend pour devenir le marché de nuit jusqu'à 22 h. Francis Engelmann est vice-président de la maison Phuong Champa et consultant pour l'UNESCO. Vous avez ici des gens d'origines diverses. Par exemple, ici, vous avez des objets et donc une femme qui est d'origine Hmong. Les Hmong, ce sont ceux qui sont à l'origine de ce marché, puisque vers l'an 2000-2002, des femmes Hmong sont venues de leur village de la montagne et ont commencé à vendre de l'artisanat aux touristes. Le tourisme se développait à cette époque. Et elles sont devenues de plus en plus nombreuses. Elles ont demandé à personne la permission. Et puis, ça a créé des jalousies. Les gens de la ville qui faisaient du commerce aussi ont dit « mais que font ces femmes ici ?» Qu'elles retournent dans leur montagne. Et finalement, les autorités ont décidé de les chasser de l'endroit où elles se trouvaient. Donc, l'UNESCO, voyant qu'il y avait un problème social, que décemment on ne pouvait pas renvoyer ces gens d'où ils venaient, a demandé aux autorités, puisqu'on était dans un site classé sur lequel l'UNESCO avait son mot à dire, vous devriez trouver une manière de gérer cette difficulté. Et donc j'ai travaillé avec la Maison du Patrimoine pour trouver une solution à ces femmes qui occupaient un espace de manière un peu anarchique et sans autorisation. On a créé des toilettes, les femmes, on leur reprochait beaucoup d'être sales et d'aller faire leurs besoins partout. On a refait le sol du marché et on a créé des rencontres au cours desquelles les deux populations, la population de la ville, la population Lao de toujours, et puis ces femmes nouvellement arrivées en ville pour faire cette activité de commerce, se sont expliquées et ont pu s'accepter mutuellement. Vous savez, le tourisme, c'est un phénomène vraiment à double tranchant. À la fois, c'était une grande chance économique. Ça a donné de l'emploi à beaucoup de gens, redonné une nouvelle vie à cette ville qui était un peu une ville fantôme. Mais en même temps, c'est un peu un poison parce que c'est un élément très perturbateur dans la vie. Ça perturbe beaucoup la vie religieuse et ça a tendance un peu à faire dégénérer l'artisanat vers quelque chose d'un petit peu de bas de gamme. Retour à la maison Phuong Champa, la petite maison de Nit, financée par la fondation américaine World Heritage Fund. Son ambition, transmettre les arts traditionnels aux plus jeunes, comme la danse, la poésie, la broderie ou les compositions florales. Il n'y a pas une dichotomie totale entre le patrimoine matériel et immatériel. Le savoir-vivre et le savoir-faire fait partie du savoir-être. La culture là est très cosmopolite, c'est très ouverte et c'est très pacifique. Et je pense qu'il y a certaines valeurs que les touristes doivent apprendre. Les membres sont en majorité des étudiants. Les musiciens de la petite maison se produisent parfois dans les restaurants de la ville, mais Nit s'y oppose de plus en plus.
quand on joue à la petite maison, le public nous écoute et nous respecte. Et maintenant, nous ne supportons plus que devant le public qui est en train de manger ou devant le public qui est en train de déguster, nous ne sommes qu'un simple vulgaire CD ou un simple vulgaire magnéto. Et donc là, c'est la différence. C'est-à-dire que là, ils ont ce regard-là envers leur art. Les autorités laotiennes doivent assumer et gérer l'accroissement rapide du nombre de touristes. En fait, le fait d'inscrire un site sur la liste du patrimoine mondial est à double tranchant. D'un côté, on insiste sur sa valeur patrimoniale, mais d'un autre côté, on lui donne une notoriété à l'échelle de la planète. Donc, le site voit affluer un grand nombre de touristes qui amènent une pression sur le patrimoine. 17. 16. Number 16. Le danger, c'est qu'il semblerait que l'autorisation d'agrandissement de l'aéroport a été accordée. Donc ça veut dire des gros porteurs débarquant à Luang Prabang. Donc l'arrivée d'un tourisme de masse, donc à terme l'affrontement entre un tourisme culturel de bonne qualité et un tourisme de masse qui va être extrêmement destructeur. Quand vous aurez plus de touristes que de Lao dans les rues de Luang Prabang, l'ambiance du site aura disparu. Concilier protection du patrimoine et développement touristique est un objectif que l'UNESCO et les autorités laotiennes recherchent à la hauteur de leurs moyens. Depuis le classement en 1995, le niveau de vie des habitants a augmenté. Toutefois, un développement rapide et non maîtrisé pourrait rompre le fragile équilibre qui s'est instauré jusqu'à maintenant.